on y va sur ce texte bac numéro 11. Et donc, cet extrait de l'acte 3, scène 3. Vas-y, Oumia, dis-nous tout ce qu'il faut dire pour amorcer l'oral. Cet extrait est un passage de la pièce d'Alfred de Musset, auteur du 19e siècle. On ne badine pas avec l'amour. Cet extrait de l'acte 3, scène 3. Il faut rappeler que c'est Perdiccas qui, blessé par la lettre de Camille à sœur Louise, a donné un rendez-vous à Camille, mais qu'il y vient avec Rosette pour lui faire la cour devant Camille, afin de la blesser à son tour. On y va pour la lecture expressive du texte et pour les mouvements et pour l'enjeu. Que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui. Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Je suis curieuse de savoir ce qu'il lui dit. Je t'aime, Rosette. Toi seule au monde, tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Toi seule, tu te souviens de la vie qui n'est plus. Prends ta part de ma vie nouvelle. Donne-moi ton cœur, cher enfant. Voilà le gage de notre amour. Vous me donnez votre chaîne en or, votre chaîne d'or. Regarde à présent cette bague. Lève-toi et approchons-nous de cette fontaine. Nous vois-tu tous les deux dans la source, appuyés l'un sur l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près des miens, ta main dans la mienne? Regarde tout cela s'effacer. Regarde comme notre image a disparu. La voilà qui revient peu à peu. L'eau qui s'était troublée reprend son équilibre. Elle tremble encore. De grands cercles noirs courent à sa surface. Patience, nous reparaissons. Déjà, je distingue de nouveau tes bras enlacés dans les miens. Encore une minute, il n'y aura plus une ride sur ton joli visage. Regarde, c'était une bague que m'avait donnée Camille. Il a jeté ma bague dans l'eau. Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette? Écoute, le vent se tait, la pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t'aime. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? On n'a pas flétri ta jeunesse, on n'a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d'un sang affadi. Tu ne veux pas te faire religieuse, te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Oh Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerais comme je pourrais. Oui, comme tu pourras, et tu m'aimeras mieux, tout docteur que je suis et toute paysanne que tu es, que ces pâles statues fabriquées par les nonnes qui ont la tête à la place du cœur et qui sortent des cloîtres pour venir répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Concentrez-vous. Pardon. Donc, tu as dit, il déclarait sa flamme à Rosette, mais est-ce qu'on peut préciser un peu? Comme s'il déclarait. Alors, comme si, pourquoi? Précisons tout de suite le comme si. Il l'aime pas. Oui, parce qu'en réalité, il ne l'aime pas. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ce premier mouvement? Ok, donc, il y a une scène de séduction de la part de Perdiccas, une déclaration d'amour de la part de Perdiccas, mais on ne peut pas en rester là. Vous ne pouvez pas juste dire il déclare son amour, parce que le contexte ne vous permet pas d'arrêter votre titre à si peu. Quel est le contexte? Effectivement, l'idée que c'est une séduction qui est trompeuse, parce qu'en fait, elle a deux interlocuteurs, Rosette qui est effectivement en scène, et Camille qui est cachée derrière l'arbre, et Perdiccas le sait. Donc, effectivement, c'est une déclaration, une scène de séduction qui est trompeuse et qui a au moins deux interlocuteurs et deux objectifs. Qu'est-ce qui fait que tu as coupé la ligne 15? Et je suis d'accord. Donc, dans le passage, ça veut dire que c'est la dernière fois où elle parle. Donc, ce qui pourrait justifier effectivement le mouvement, c'est qu'on a commencé par cette réplique à part de Camille. Comment vous appelez ça? Une réplique à part? Ça s'appelle un aparté. Oui, je l'ai entendu. Premier aparté de Camille, qui va jusqu'à un deuxième aparté de Camille, ce qui pourrait faire effectivement une forme de bloc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui justifie qu'on coupe ici, parce qu'en fait, Perdiccas passe à autre chose ensuite? Oui, et qu'est-ce qu'il fait de plus? C'est-à-dire que là, il était vraiment dans la scène de séduction, dans la déclaration d'amour, mais là, il n'est plus tout à fait dans la séduction et la déclaration d'amour. Qu'est-ce qu'il fait dans ce nouveau mouvement? Donc déjà, il n'est plus dans la déclaration d'amour, parce qu'il est dans la critique, effectivement, des religieuses, telle qu'il l'a déjà fait, mais donc là, il le renouvelle en prenant à témoin, finalement, Rosette, et en sachant Camille est derrière pour que la critique, elle fasse mal à nouveau. Qu'est-ce qu'il fait d'autre à part critiquer? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il est aussi sur le fait de reprendre une certaine définition de l'amour pour essayer d'aller toucher Camille en même temps qu'il essaye peut-être de toucher Rosette, sauf qu'il y a quand même cette forme d'ambiguïté.
Donc finalement là, on est dans la pseudo-déclaration trompeuse, et ici, on est plutôt à nouveau sur un texte argumentatif qui va reprendre ses principales thèses pour les renouveler devant Rosette et devant Camille, dans le but, en tous les cas, de faire mal à Camille, ça c'est certain. Est-ce que ça va sur les deux mouvements? D'une manière générale, notre perdican, là, pour aller sur l'enjeu, comment est-ce qu'elle vous apparaît cette scène? Oui, donc il essaye effectivement de blesser Camille en faisant semblant de séduire Rosette. Mais donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette attitude de perdican? Oui, on est sur une scène de vengeance et on est sur une scène de stratagème. C'est-à-dire qu'il met en place un jeu du cœur et un jeu de la parole, où il est le grand metteur en scène en même temps qu'il est le comédien, en même temps qu'il a mis en place des spectatrices dans cette scène-là. Donc il nous fait une grande scène de théâtre dans le théâtre en réalité, on va redéfinir ça. Et tout ça a pour le but effectivement de blesser Camille. Comment est-ce que ça va finir? Je sais, vous n'avez peut-être pas fini de lire l'acte 3, mais vu la scène, comment est-ce que ça va finir? Pourquoi est-ce qu'on voit tout de suite que ça ne peut que se finir mal? Cette histoire-là, vu cette scène, quelles sont les composantes là qui annoncent le malheur à venir? Exactement, c'est que la tromperie est tellement énorme, c'est tellement excessif dans la déclaration, excessif ici dans la critique, excessif dans le stratagème, que toute forme d'excès vous emmène à quoi? Tragédie. D'accord? On avait dit l'excès, ça emmène à la tragédie. Rappelez-vous les cercles de lecture qu'on a pu faire à ce niveau-là. Ok, je reformule pour l'enjeu et les mouvements. Donc l'enjeu, constater que Perdican joue avec les mots et les cœurs, ça c'est pour coller au parcours, d'accord? Avec un excès qui ne peut que s'avérer tragique. Il est trop excessif, c'est ce qu'on va s'attacher à démontrer sur le fait qu'il y a trop de procédés, que là pour le coup, il met sa science du beau langage en application, mais à mauvais escient. Et donc, ligne 1 à 15, c'est la mise en place d'un stratagème pour une déclaration d'amour trompeuse et excessive. D'accord, ce que vous avez dit. Et une nouvelle défense de l'amour comme idéal de vie pour critiquer les choix de Camille, mais qui devient en réalité fort critiquable. Parce que le défenseur de l'amour, il est en train de manipuler Rosette. D'accord? Donc, premier mouvement, cette mise en place du stratagème de Perdican, avec le double but, séduire Rosette, sachant qu'il lui fait quand même la cour depuis plusieurs scènes, mais que là c'est vraiment la scène de déclaration, en même temps qu'on blesse Camille. Alors, Camille cachée à part, on avait juste dit, ce à part c'est quel type de réplique? Ça porte un nom, ces répliques où la didascalie signale le à part. C'est un aparté, d'accord? Donc un aparté, c'est-à-dire que c'est une parole qui par convention théâtrale est prononcé pour le personnage, pour lui-même, mais en réalité pour le spectateur, et là en l'occurrence le lecteur du spectacle dans un fauteuil d'Alfred de Musset. Le but d'un aparté systématiquement, ça va être de faire quoi vis-à-vis de notre lecteur-spectateur? Donc c'est pour pouvoir avoir des pensées, parce que sinon sur la scène on ne peut pas juste faire une moue pour laisser penser ce qu'il y a dans la tête des gens. Okay, donc c'est pour extraire les pensées et les sentiments des personnages. Allons-y pour Camille. Ici, que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui. Me demande-t-il un rendez-vous pour venir y causer avec une autre? Je suis curieuse de savoir ce qu'il dit. Donc, quelle est la pensée de Camille dans cette réplique en aparté? Et comment est-ce que ça se voit, avec quel procédé? Alors, il y a une forme de confusion. Comment est-ce que tu le sais? Parce qu'elle se pose beaucoup de questions. Donc, et ça se termine par quel terme qui va venir reprendre aussi ces questions-là? Curieuse. Ok? Donc effectivement, je le prends avec cette idée que la multiplication des interrogations, d'accord, ajoutée avec cet adjectif curieuse où elle donne effectivement sa pensée, ça montre bien qu'il y a une forme effectivement de confusion, mais aussi d'envie d'en apprendre davantage. D'accord? Qu'est-ce qui est remarquable quand même dans les questions qu'elle se pose? Qu'est-ce qui lui pose problème? Qu'est-ce qui crée finalement sa confusion? Exactement. A priori, elle vient à nouveau à la fontaine parce qu'elle a reçu un message de Perdican qui a été transmis par le paysan sur le début de la scène pour qu'elle vienne à ce rendez-vous. Et voyant arriver Perdican avec Rosette, elle se cache. D'accord? Mais donc ce qui va l'étonner, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de surprise, c'est le fait que Perdican vienne à un rendez-vous qu'il a lui-même donné avec une autre fille. Comment est-ce qu'on parle de Rosette dans la réplique de Camille? D'accord? Donc effectivement, alors que c'est Rosette, qu'a priori c'est sa sœur de lait, donc elle la connaît véritablement, on voit que dans la manière de la nommer
au sein de cette surprise et de cette confusion, il y a un autre sentiment qui va poindre. Lequel? La jalousie. D'accord? Parce que c'est en parlant d'elle seulement avec des pronoms, en l'appelant une autre, on voit bien qu'il y a aussi quelque chose qui est piqué chez Camille et que ça entraîne une forme de jalousie. Quelle était l'autre forme de phrase qui nous montrait qu'il n'allait pas avoir que de la confusion et de la surprise? L'exclamative, d'accord, qui va certainement ici ajouter à cette idée qu'elle est choquée de voir Perdiccas se comporter dans ce rendez-vous avec quelqu'un d'autre qu'elle-même, parce qu'elle s'attendait à ce que le rendez-vous soit pour elle. Du coup, ça met en place le stratagème qui était complètement prévu par Perdiccas et qu'on appelle le stratagème du témoin caché. Cette idée qu'au théâtre, régulièrement, c'est un stratagème qu'on peut observer dans plusieurs pièces, on a un personnage qu'on voit arriver sur scène et qui trouve une cachette. Je suis d'accord que sur une scène, c'est compliqué, mais en fait, on lui trouve quand même, par convention théâtrale, une cachette, ce qui permet qu'il écoute la conversation d'autres personnages. Le témoin caché, dans certaines scènes, il se cache et les autres ne savent pas, donc ils font des confidences et en fait, ils se révèlent sans le vouloir, d'accord? Ou à l'inverse, on est sur un stratagème comme ici, qui est plutôt mis en place par quelqu'un qui veut qu'on écoute, d'accord? Et là, c'est Perdiccas qui est le grand metteur en scène, le grand maître du jeu, pour arriver à ce que Camille soit effectivement jaloux de cette déclaration d'amour. Ça va pour vous? Exactement. Et alors j'allais dire, c'est la didascalie qui va mettre en place un autre stratagème théâtral en lien avec le témoin caché. D'accord? Donc témoin caché, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez noter comme étant une stratégie théâtrale pour créer justement cette ambiguïté de la parole. D'accord? Et à haute voix, de manière à ce que Camille l'entend, là on est dans la mise en abîme et dans ce qu'on appelle le théâtre dans le théâtre. Théâtre dans le théâtre, définissez-moi ce stratagème théâtral. Oui, exactement. C'est-à-dire que le personnage qui a déjà un rôle dans la pièce en endosse un supplémentaire pour un temps court, dans le but effectivement de créer des révélations supplémentaires. Et ici, il joue quel rôle supplémentaire en plus d'être lui-même? On est bien d'accord que c'est ça qui va être problématique en lien avec cet enjeu, on vous disait, c'est trop trompeur et ça va conduire à quelque chose de tragique. Mais il est excessif. Mais quel est le rôle qu'il surjoue finalement ici? Oui, le rôle de l'amoureux éperdu de Rosette. Mais effectivement, il y a quelque chose qui va être excessif. D'accord? Donc c'est la didascalie qui met en place ce second stratagème. Donc, amoureux éperdu, forcément, par quoi est-ce qu'il commence sa réplique? Je t'aime, Rosette. Ok? Donc il y a quelque chose où, a priori, il ne fait pas de détour. Il est bel et bien là pour faire cette déclaration amoureuse. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il le fait de manière aussi simple et directe? Alors, effectivement, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur quel est l'objet du discours, la déclaration amoureuse, mais le problème de tout ce texte-là, c'est qu'il va falloir toujours commenter le double sens. Parce qu'en fait, il travaille son langage pour avoir deux interlocutrices. Une qui est très proche de lui, c'est Rosette, et une qui est cachée derrière. Oui, exactement. Donc, tout de suite, pour acculer Camille au fait qu'il est en train de faire une déclaration d'amour à une autre. Donc les premiers mots sont sans ambiguïté, ils sont très brefs, à la fois pour être très clair vis-à-vis de Rosette et très blessant vis-à-vis de Camille. D'accord? Et c'est là que cette parole va se révéler extrêmement dangereuse, c'est qu'en fait il en blesse deux avec les mêmes mots. D'accord? Qu'est-ce que ça dit tout de suite de Perdiccas et qui va se vérifier sur l'ensemble de la scène? Oui, oui, d'une part c'est extrêmement lyrique, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement manier le langage lié au sentiment, mais aussi ça veut dire que toute son éloquence oratoire, d'accord, tout ce qu'il a pu apprendre pendant ses études sur le bien parler. Je vous rappelle qu'il a été présenté comme ça à l'acte 1, scène 1, par son précepteur, par son gouvernant, comme quelqu'un qui sait bien parler. Tout le temps on lui dit « Ah, il va pouvoir vous dire des tas de choses en latin, ça c'est acte 1, scène 2, et ainsi de suite. » Mais là, toute son éloquence, il va la mettre au service du mal. Ok, on y va sur la suite de la réplique de Perdiccas qui justement est tellement bien construite avec plein de procédés qu'on voit aussi une éloquence lyrique et une éloquence vraiment de celui qui maîtrise le discours. Toi seul au monde, tu n'as rien oublié de nos beaux jours, toi seul tu te souviens de la vie qui n'est plus, prends ta part de ma vie nouvelle, donne-moi ton cœur, cher enfant, voilà le gage de notre amour. Alors allons-y. Exactement, donc toi seul, avec cette répétition qui en fait fait même parallélisme, il y a vraiment
cette manière de s'adresser à l'être aimé et puis de la singulariser, d'accord, avec seul, d'accord. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre qui va aller avec? Alors par la suite, effectivement, on va avoir les impératifs pour être vraiment dans cette image d'une déclaration très directe, très enflammée, d'accord. Tous ces pronoms sous toutes les formes de deuxième personne. Donc effectivement, il va saturer sa réplique de deuxième personne. Dans quel but? Oui, affirmer cette déclaration d'amour qui ne peut être en direction que d'un seul et unique être, celle qu'a priori il déclare aimer. Si, complètement. C'est-à-dire que la structure même de la réplique, en réalité, ce n'est qu'une seule et unique phrase. Donc tout de suite, ça lui donne cette véhémence oratoire, c'est-à-dire dans un seul souffle, il va se déclarer avec une énergie qui fait qu'il n'a même pas de quoi poser un point. Il est que sur des points-virgules pour pseudo-reprendre son souffle dans cette grande déclaration lyrique. D'accord? On est seulement avec des virgules et des points-virgules. Donc une seule et longue réplique qui commence par « je t'aime », qui se termine par « notre amour ». A priori, on ne fera pas beaucoup plus efficace en termes de déclaration lyrique. Exactement. Alors j'allais dire, au milieu, on peut effectivement quand même repérer le « nos beaux jours passés » ici, « notre amour », donc qui terminait cette réplique assez emphatique. Et cette fois-ci, on a une première du pluriel pour marquer l'union, c'est-à-dire tu es là, mais en fait, nous sommes là également. Ok? Quoi d'autre encore? Peut-être des choses qu'il a déjà employées dans d'autres scènes et qu'on retrouve ici. Exactement. Donc, comme cette nostalgie, elle a été très largement repoussée par Camille pendant toute la pièce, hein, on l'a vu avec le texte bac de l'acte 1, scène 3, où il rejette ce passé, où il rejette, elle rejette, pardon, le passé à maintes occasions. A priori, il revient toujours sur cette nostalgie qui, pour lui, est si fondamentale. Je reviens juste sur la question de la nostalgie. Toi seul au monde, tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Toi seul, tu te souviens de la vie qui n'est plus. Comment est-ce qu'il poursuit le parallélisme qui a démarré avec le toi seul, mais ensuite en faisant des variations? Comment est-ce qu'on voit qu'en fait, il dit deux fois la même chose pour dire son attachement à la nostalgie? Donc au niveau des verbes, ça veut dire qu'ils sont de sens équivalent. Mais donc là, il a commencé là où il y avait la négation, d'accord, sur tu n'as rien oublié. Donc une négation sur le verbe oublier pour ensuite faire écho avec tu te souviens et dire deux fois la même chose. Et donc mettre en parallèle que ce qui compte pour lui, c'est vraiment le souvenir. Et qu'est-ce qu'on peut dire de nos beaux jours passés et de la vie qui n'est plus? Ça a le même sens. Et à nouveau, qu'est-ce qu'il travaille dans la manière de le dire? Il utilise la négation à nouveau. D'accord? Et donc on est d'accord que la vie qui n'est plus, c'est quel type de figure de style pour parler du passé? Quand on emploie plein de mots pour parler d'un seul? Oui, la périphrase, d'accord? D'accord. Mais donc la périphrase lui permet d'intégrer cette négation qui a le même sens que nos beaux jours passés, et on voit que du coup il y a quelque chose d'extrêmement équilibré dans ce parallélisme. Preuve qu'il est en train de maîtriser parfaitement le discours pour mieux faire une déclaration qui serait impeccable dans tous les codes. Peut-être juste par rapport aux impératifs et aux compléments des impératifs. Le prends ta part de ma vie nouvelle, donne-moi ton cœur, cher enfant. Où est-ce qu'on voit qu'il y a une forme de danger pour Rosette qui... Oui, donc il y a déjà effectivement la manière de contrôler les choses et de lui mettre une forme de pression, même si c'est une invitation directe et que c'est dans le langage lyrique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une pression vis-à-vis de Rosette. Quoi d'autre? Mais avec ton cœur, c'est-à-dire quelque chose qui est entier, et lui, il est capable de donner « prends ta part ». Il y a quand même une forme de disproportion entre réclamer le cœur tout entier, donc tout son être, d'accord, et de proposer en échange seulement une part de la vie. Est-ce que vous voyez la disproportion entre les deux COD? Et comme il prend le cœur, je suis d'accord qu'il va y avoir un danger qui va être terrible, parce qu'une fois qu'elle va avoir effectivement donné tout son cœur, la seule alternative quand il va choisir Camille à l'acte 3, scène 8, bah pour Rosette, ce sera la mort, parce qu'elle a tout donné et qu'il ne lui reste rien. Voilà le gage de notre amour. Forcément, il faut le prendre avec la didascalie. Il lui pose sa chaîne sur le cou. Il y a cette idée de renforcer les paroles par des actes. D'accord? Cette chaîne sur le cou, forcément, c'est ce cadeau que lui fait Perdiccas, et d'avoir tout le symbole d'offrir un bijou en gage d'amour. On est donc sur un symbole qui est finalement très convenu
en matière de scène amoureuse. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il le souligne avec voilà le gage? Alors, ça donne une preuve concrète à qui? Aux deux. Ça donne une preuve concrète à Rosette, parce que s'il est là dans une déclaration d'amour, bah, c'est bien le moment de venir offrir un bijou et de faire le geste à elle, mais c'est aussi un geste qui est profondément théâtral, c'est-à-dire que là, voilà le gage de notre amour plus la didascalie, c'est aussi parce qu'il est en train de jouer un stratagème qui est à destination de la spectatrice cachée derrière, Camille. Et donc, au cas où elle n'est pas bien tout entendue, les gestes vont avoir une portée symbolique qui ne laisse pas place au doute. Il est en train de s'engager par le bijou vis-à-vis de Rosette. Donc, à nouveau, double sens du geste et de cette symbolique de l'attachement par le cadeau précieux. Simplement, sur ce geste théâtral, à nouveau, comment est-ce qu'on voit le danger pour Rosette? Il y a quelque chose qui est très gênant dans l'emploi du mot chaîne. Ce n'est pas un collier, ce n'est pas un bijou, c'est le mot chaîne. Et donc le choix de ce mot-là laisse planer aussi une dimension extrêmement négative, un enchaînement, quelque chose d'un emprisonnement, d'une privation d'une liberté par une chaîne. La forme même de la didascalie. En quoi est-ce qu'on voit que Rosette va être l'esclave de ce cadeau? Exactement. Il lui dit voilà le gage de notre amour, il fait le geste. C'est-à-dire que se poser la question si elle était d'accord, pas d'accord, si elle en pensait quoi que ce soit, a priori non. Il lui pose la chaîne sur le cou, elle est en situation de passivité parce qu'elle est où notre Rosette? Pardon. Il lui pose sa chaîne, du coup c'est oui ici. Mais ça veut dire qu'elle est complément d'objet quoi qu'il arrive. Effectivement, on a quand même une toute petite réaction de Rosette après ce cadeau qu'elle n'a pas choisi. Vous me donnez votre chaîne d'or. D'accord? Donc tu l'as dit tout à l'heure, la première chose à remarquer, c'est que Rosette, a priori, elle est dans une scène de déclaration amoureuse, mais elle n'a pas véritablement la parole. On le voit bien à la brièveté de sa réplique. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette toute petite réplique? Oui, donc effectivement, qu'est-ce qui peut expliquer le choc? Et puis donc à nouveau, l'interrogation, c'est-à-dire qu'on voit bien que Perdiccas, visiblement, il en interroge au moins deux dans cette scène-là, de la même manière qu'il surprend Camille au tout début de la scène, il est aussi en train de surprendre Rosette, qui vraisemblablement ne s'attendait pas à cette déclaration d'amour, et qui ne s'attendait pas à un cadeau aussi précieux. Pourquoi est-ce que, Amine, si tu poursuis la réflexion, elle ne s'attendait pas à un cadeau aussi précieux? Exactement, elle a parfaitement conscience de son statut social, de n'être effectivement qu'une paysanne, elle va le répéter d'ailleurs dans le second mouvement, et donc elle voit bien qu'il y a quelque chose de mal assorti, que quelqu'un de savant et de noble comme Perdiccas puisse s'intéresser à elle. Exactement, c'est-à-dire que Perdiccas monopolise effectivement la parole, il monopolise l'action, c'est bien lui le grand organisateur, parce qu'en fait, c'est lui qui met en place ce stratagème pour arriver à confondre les deux jeunes femmes. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est excessif dans la taille que prennent ces discours et qui nous montre bien que dès lors qu'il y a excès, je vous le rappelle, il y a tragédie, généralement, en bout de course. Ok. Donc, effectivement, surprise de Rosette et surprise parce que, de manière sous-entendue, elle sait qu'il y a une forme de mésalliance qui ne pourrait pas véritablement aboutir. Je vous rappelle que dans l'acte précédent, elle était déjà surprise de quoi, Rosette? Exactement, des baisers. C'est ça. Elle s'étonnait, mais que voulez-vous faire de tous ces baisers que vous me donnez? Donc on voit bien que Rosette, elle va de surprise en surprise, et qu'elle a envie d'y croire, et qu'en même temps, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui est un peu trop étonnant dans cette situation. Vraisemblablement, effectivement, on pourrait croire que Rosette, à force de ces marques d'amour, qui sont ces marques qu'elle va lire, le fait qu'il donne des baisers, qu'il s'intéresse à elle, qu'il se promène avec elle ouvertement dans le village, que là il lui fait des cadeaux de bijoux, qui passe du temps, qui fait des déclarations enflammées, au bout d'un moment, elle finit par y croire parce qu'elle n'envisage pas le double jeu. Rosette, c'est quand même l'incarnation de cette innocence et de cette sincérité qui va être sacrifiée comme un jouet. À un moment, elle est qualifiée de jouet et d'appât par Camille. Et donc il y a quelque chose, effectivement, parce qu'elle est innocente, simple, naïve, sincère, à aucun moment elle peut envisager que tous ces discours-là, tous ces cadeaux-là sont faux, trompeurs et destinés en fait à une autre. Donc elle finit par y croire. Cette deuxième tirade de Perdiccas qui termine effectivement le mouvement et qui va être construit avec cette répétition de l'impératif « regarde ». Alors il y a d'autres impératifs aussi, il y a « lève-toi »,
il y a approchons-nous, mais il reprend ensuite le regarde, tout va s'effacer. Regarde comme notre image a disparu. Et je vais trouver le dernier. Regarde, c'était une bague que m'avait donnée Camille. Donc effectivement, il sature sa réplique d'impératif, ce qui permet à nouveau de rappeler que c'est bien lui le grand organisateur, lui le maître, lui qui domine la situation. Pourquoi 4 fois regarde? Pardon. Alors, si c'est en direction de Rosette, si ces impératifs, dans la première version du langage, sont en direction de Rosette, effectivement, c'est regarde pour affirmer d'autant plus sa déclaration et son engagement, d'accord, pour lui faire prendre en considération l'engagement. Mais si c'est regarde le verbe qui est répété 4 fois, c'est pas par hasard. Exactement. Le regarde, c'est aussi pour coucou la spectatrice Camille, à un moment, observe bien ce que je vais faire parce que ça t'est également destiné. Et donc 4 fois regarde, c'est pour rappeler qu'en tant que metteur en scène et comédien, il sait qui est sa spectatrice et il joue surtout cette scène pour Camille qui est coincée dans cette position de passivité où elle n'a que à regarder son stratagème se mettre en place. D'accord? D'où le fait que c'est répété 4 fois. Oui, on est bien d'accord qu'on est typiquement sur ce discours galant, presque un peu téléphoné, je suis d'accord, parce qu'on a tous les clichés. D'accord? Le fait de la singulariser, le fait de lui dire je t'aime de manière claire, le fait de faire tout un tas de figures de style, le fait de prendre des engagements par la parole, par les bijoux, et puis ici aussi de multiplier les images de la déclaration amoureuse. Donc ça, il va falloir qu'on le creuse. Okay? Juste pour terminer sur les impératifs, lève-toi et approchons. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour Rosette? Exactement, il la guide dans la mise en scène. Et c'est là qu'on voit qu'il a cette double position d'être à la fois le metteur en scène et le comédien qui joue, mais en même temps qui peut diriger l'autre, alors même qu'elle ne sait pas ce qu'il y a à jouer. Donc il est tout le temps en train de la déplacer dans la scène, de la faire aller au bon endroit pour avoir l'effet escompté. Donc il y a une forme d'habileté, mais qui devient malsaine dans Perdiccas, qui peut gérer le langage en même temps qu'il gère les corps, en même temps qu'il gère l'espace de la scène pour arriver à ses fins. Donc le stratagème, il est parfaitement huilé, il est parfaitement maîtrisé par Perdiccas, mais le problème, c'est que c'est à mauvais escient. Alors si on creuse effectivement sur tout ce qui va relever de cette harmonie, et je suis d'accord que ça commence par cette double question rhétorique, hein. Nous vois-tu tous les deux, vois-tu tes beaux yeux près des miens? Donc déjà sur le plan rhétorique, il commence par les questions rhétoriques pour interpeller Rosette et pour véritablement l'entraîner avec lui. Si on reprend toutes les images de l'harmonie, donc tous les deux, ça marque cette idée d'union et d'harmonie. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à relever? Donc, effectivement, vu la quantité dans cette réplique de référence à l'harmonie et du fait que c'est ou bien les deux ensemble, en fait la variété de ou bien c'est les deux ensemble ou c'est l'un et l'autre, les tiens, les miens, d'accord? Donc il y a toutes les variations pour créer l'image du couple et l'image de l'harmonie. Ok? Juste en parallèle avec tout ça, comment est-ce qu'il crée le rapprochement? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il va tisser pour créer concrètement l'image de l'harmonie? Oui, le rapprochement physique des corps, d'accord? Puisque appuyer l'un sur l'autre, ça laisse supposer que les corps, effectivement, sont en contact. Il y a la référence ensuite au corps, effectivement, avec les yeux. Ta main dans la mienne, on a encore une référence à une autre partie du corps. Tes bras, encore une autre partie du corps. Donc il y a vraiment quelque chose où il va montrer que tout ce qu'a refusé Camille jusque-là, je vous rappelle qu'elle a refusé le baiser, elle a refusé le baiser qu'on lui demandait à l'acte 1, scène 2, à l'acte 1, scène 3, elle a refusé encore à l'acte 2, scène 1, donc en fait à chaque fois elle a refusé le contact physique, et donc là il va insister par ce champ lexical du corps sur le fait que au moins Rosette accepte le rapprochement physique qui est celui de l'amour. Ce qui crée l'image aussi sur la fontaine, et vous me l'aviez dit la dernière fois, c'est que le passage il est construit autour d'un objet qui va avoir une portée symbolique, à savoir la bague. Ok, donc ça commence avec cette bague. Là, il va jeter sa bague. Et c'était une bague que m'avait donnée Camille à la fin. D'accord? Donc effectivement, le jeu avec la fontaine, il est aussi connecté avec cet objet de la bague
sachant qu'il n'y a pas de... Enfin, que le mot bague est répété 3 fois. Donc une fois, c'est dans la didascalie, ce qui fait qu'en réalité, lui, il ne le prononce que 2 fois, mais il le prononce à la première et à la dernière ligne, comme si ça faisait aussi cet effet de boucle sur l'objet. La symbolique de l'objet de la bague, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, c'est un symbole d'union, d'accord? Et donc là, c'était un cadeau de l'enfance fait par Camille, mais néanmoins, comme si c'était une promesse d'union, et donc une promesse que ici, en jetant la bague, il va faire disparaître. Oui, donc ça pouvait être effectivement presque une bague de fiançailles, puisqu'ils étaient promis l'un à l'autre depuis l'enfance, potentiellement une bague de mariage, ou en tous les cas un cadeau qui dit la proximité, le lien très fort, d'accord, qui était le leur. Et donc effectivement, regarde à présent cette bague, rapprochons-nous de cette fontaine, il est en train de jouer un coup, effectivement, entre l'objet et le lieu, d'accord, et de jouer sur la double symbolique. Alors, nous vois-tu tous les deux dans la source, appuyés l'un sur l'autre, vois-tu tes beaux yeux près des miens, ta main dans la mienne, donc il travaille sur cette image du reflet, regarde tout cela s'effacer, il jette la bague dans l'eau, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup de cette mise en scène de Perdiccas? Oui, en tous les cas, c'est une manière de travailler sur une image qui pourrait remplacer les souvenirs du passé. Donc on jette la bague pour valoriser plutôt une nouvelle image d'une nouvelle union, celle avec Rosette, qui va remplacer. Quoi d'autre? C'est l'annonciation du tragique. C'est aussi quelque chose qui annonce certainement le tragique. À vouloir jouer entre l'une et l'autre des jeunes femmes, il va y avoir un problème. D'accord? Regarde tout cela s'effacer, regarde comme notre image a disparu, la voilà qui revient peu à peu, l'eau qui s'était troublée reprend son équilibre, elle tremble encore, de grands cercles noirs courent à sa surface, patience, nous reparaissons, déjà je distingue de nouveau tes bras enlacés dans les miens, encore une minute, il n'y a plus une ride sur ton joli visage, regarde. Donc on est d'accord qu'on a une seule et unique phrase pendant 4 lignes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà effectivement, lui ça veut dire qu'il est dans une espèce de véhémence oratoire, il arrive à enchaîner son propos, d'accord? Si c'est des points-virgules, c'est pour qu'il reprenne un petit peu son souffle, et ça crée quand même, à nouveau, quelle figure de style qu'on a déjà croisée? Oui, une ascendette, hein, donc cette idée de faire se succéder ses actions de manière percutante les unes après les autres, avec une facilité pour lui à développer. Mais quand il dit « Regarde, notre image a disparu, la voilà qui revient, l'eau qui s'était troublée reprend son équilibre, elle tremble encore, de grands cercles noirs courent à sa surface. » Qu'est-ce qu'il fait? Alors, forcément, ça devient métaphorique ensuite de la relation amoureuse. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il est en train de faire après avoir jeté la bague? Il fait une description. Pourquoi est-ce qu'il décrit avec autant de précision? Alors déjà, peut-être pour montrer son talent oratoire, sa capacité lyrique. Pourquoi est-ce qu'il décrit aussi précisément ce qui se passe dans la petite fontaine? Exactement, c'est parce que l'autre, elle est cachée derrière l'arbre. Et donc, concrètement parlant, il est obligé de décrire de manière très précise tout ce qu'il voit, tout ce qu'il fait, pour que Camille puisse continuer à suivre la scène. Sauf que, effectivement, ce n'est pas une description qui est gratuite, c'est une description qui est également extrêmement travaillée pour être dans ce symbole de l'image du couple. Donc, en fait, à nouveau, on est sur un espèce de double jeu de la part de Perdiccas. Je décris de manière très concrète ce que je vois, mais en fait, la manière dont il l'aborde, on est dans un discours qui est à la fois la séduction pour Rosette, parce que c'est comme si leur couple était en train de se former dans le reflet de l'eau, et c'est aussi un discours d'attaque vis-à-vis de Camille, parce qu'en fait, c'est la disparition de ce couple du passé qui n'a plus lieu d'être, puisqu'il a jeté la bague. Donc, est-ce que vous voyez l'espèce de triple discours, et donc l'habileté de Perdiccas? On est d'accord que si j'ai choisi ce texte-là, au regard de certaines dissertations sur les jeux du cœur et les jeux de la parole, l'habileté oratoire, tout ça, hein, ça peut faire un bon exemple à se resservir à l'occasion. Oui, alors il y a plein effectivement de modalisateurs pour être assez précis dans la description. Oui, ça rend vivant la description, je suis complètement d'accord. Et puis il y a ce jeu sur, voilà, c'était troublé, là on est au plus que parfait, mais pour mieux, par exemple, montrer le reprend. Alors juste si on creuse un tout petit peu sur les verbes, cette idée de l'avant-après, le remplacement. Comment est-ce que ça... Si vous regardez les verbes, revient, reprend, reparaissons. Donc il y a 3 des verbes de cette description qui ont ce préfixe re. C'est plutôt un re de renouveau, d'accord? De cette idée de créer quelque chose qui cette fois-ci va vers l'avant et qui va plutôt donc en direction de l'union qu'il est en train de tisser là avec Rosette.
Il n'y aura plus une ride sur ton joli visage. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette petite phrase là qui termine? À nouveau, la ride, c'est quelque chose qu'il décrit très concrètement avec le fait que si l'eau est troublée, ça faisait comme des rides sur le visage. Donc c'est de la description basique, mais après ça prend effectivement aussi une dimension symbolique sur cette idée qu'on peut passer outre les difficultés, on peut passer outre le négatif et revenir à quelque chose qui va être positif. C'est-à-dire comme s'il admettait qu'en amour, faisant référence à la précédente tirade, il peut y avoir des troubles, mais qu'on peut surmonter quand on en a la volonté. D'accord? Donc ça peut être aussi cette symbolique-là. Et puis si on voit une troisième dimension encore, vis-à-vis de Rosette, là, et sur cette idée on est dans un discours amoureux, dans un discours de séduction vis-à-vis d'elle, avec cette emphase lyrique. Il n'y aura plus de ride, plus une ride, pardon, sur ton joli visage. Qu'est-ce que ça peut être aussi très basiquement? Oui, ça devient plutôt un compliment. Oui, alors, mais il n'y aura plus la force de la négation. Hein, la force de la négation. Allez, c'est quoi comme négation? Dites-moi. Syntaxique, pourquoi? Il y a deux adverbes, effectivement, ne et plus, qui entourent le verbe aura, d'accord? Donc ça, on vient de prouver effectivement la nature des mots négatifs et le fait que c'est syntaxique parce que ça porte sur le verbe aura. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en matière d'analyse grammaticale de négation? Ok, et donc effectivement, par l'adverbe plus, bah déjà comme c'est pas et point, c'est pas total, mais en plus, c'est quelle circonstance? Ne plus, ça porte sur une circonstance spécifique, seulement une partie. Le temps, d'accord, donc c'est une circonstance de temps qui est en réalité niée. D'accord là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres particularités à observer? Petit 3. Non, tout va bien, pas de piège. Ok. Néanmoins, il n'y aura plus de ride sur ton joli visage. Ça reste aussi une espèce de compliment. D'accord? Qu'est-ce qu'on pouvait voir d'autre comme compliment dans cette partie de la tirade de Perdiccas qui va du côté de cette espèce de discours de séduction? Oui, tes beaux yeux près des miens. Donc ça va se jouer par ces petits adjectifs, d'accord, qui vont aller sur les compliments physiques, ce qui est le côté un petit peu basique de la séduction, mais qui néanmoins, il le met au passage. Mais néanmoins, ça veut dire qu'il place un compliment, deux compliments, un au début, un à la fin de la tirade. Il y a quelque chose d'une habileté à nouveau de Perdiccas dans un certain discours de séduction. Parce que c'est aussi ça qu'il est en train de faire. Il joue une scène de séduction pour convaincre Rosette et pour blesser Camille. Puisque forcément, si il a déjà dit à Camille qu'elle était belle dans la pièce, hein, on est d'accord, il lui a même dit plusieurs fois. Et donc là, maintenant, il adresse ses compliments sur la beauté physique à Rosette. Donc il remplace de la même manière qu'il vient de jeter la bague, de la même manière qu'il vient de remplacer l'image au sein de la fontaine. Regarde, c'était une bague que m'avait donnée Camille. Alors là, c'est plutôt sur la conjugaison que ça va nous intéresser. Le premier, c'est un imparfait, et le deuxième, un plus que parfait. Ok, donc, un imparfait, un plus que parfait, ça veut dire que cette bague, elle est liée à ces deux temps-là, et donc elle est liée au passé, qui est ferme, qui est révolu, qui est définitif, qui est enterré, loin derrière. Donc la bague, après avoir été présentée, après avoir été jetée de manière concrète, elle relève maintenant du passé révolu. Donc c'est un moyen de faire quoi pour Perdiccas vis-à-vis de Rosette et vis-à-vis de Camille, toujours dans le double sens? Oui, donc toujours cette idée-là, de dire avec mon ex, c'est terminé de manière ferme et définitive. Crois-moi, j'ai même balancé ses cadeaux et regarde, je parle d'elle au passé. D'accord? Vous ne dites pas ça à l'examinateur, hein, je vous le dis très clairement, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Vous tournerez ça autrement. Et effectivement, du coup, c'est un moyen pour persuader Rosette de ses sentiments au présent en rejetant ceux du passé et d'être terriblement blessant pour Camille. D'accord? Puisque Camille, à part, donc on est toujours sur quel type de réplique on a dit? Un aparté, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle parle à nouveau pour elle-même, mais en réalité pour le spectateur, le lecteur, pour qu'on puisse avoir ses réactions. Et il a jeté ma bague dans l'eau. On voit bien que visiblement, le procédé plus la dernière phrase crée effectivement la réaction chez Camille. Comment est-ce qu'on peut interpréter les sentiments qui sont dans cette réplique-là? Alors peut-être que c'est de la colère. Qu'est-ce que ça peut être d'autre encore? Une forme de frustration, de l'incompréhension, oui, donc de la surprise, quelque chose qui est aussi de l'ordre de la surprise, qu'il puisse aller aussi loin, effectivement, sur la symbolique d'un objet qui certainement est aussi fort pour elle et pour lui. On récapitule ce premier mouvement. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce bloc sur le stratagème
de Perdiccas. C'est-à-dire qu'en fait, le stratagème, c'est effectivement un stratagème de metteur en scène, de comédien, qui va mettre en place tous les procédés théâtraux possibles, puisqu'on est dans une scène de théâtre dans le théâtre, pour avoir de l'efficacité auprès de deux spectatrices différentes. Une qui est Rosette, et donc là le stratagème c'est une scène de séduction parfaite, et un deuxième stratagème qui est envers Camille, qui est une scène de vengeance parfaite, et qu'il arrive à mener les deux en simultané, avec une habileté oratoire, une habileté de metteur en scène, parce qu'il gère la symbolique des objets, la symbolique du lieu, il arrive à gérer les corps, il arrive vraiment à gérer toutes les composantes du théâtre en un seul petit morceau. Et donc aussi fort est l'amour pour l'une, aussi violente est la vengeance pour l'autre. Alors, on avait dit que dans ce deuxième, il y avait à la fois revenir sur sa propre définition de l'amour, en critiquant une fois encore Camille et le discours religieux, sauf que, parce qu'on est dans cette scène de théâtre dans le théâtre, il y a quelque chose qui va être excessif, et en fait où Perdiccas lui-même devient critiquable, d'accord, à vouloir tellement défendre cet amour, tellement critiquer l'éducation religieuse. Ça va, ça c'était pour par rapport au titre qu'on s'était fixé. Donc à nouveau, en termes d'éloquence et d'habileté oratoire, sur la deuxième tirade, parce qu'on est d'accord que là c'est coupé pour le spectateur, mais en fait lui, il est dans la suite de sa tirade parce qu'il n'entend pas Camille. Donc il se relance. Comment est-ce qu'on voit que c'est extrêmement construit, extrêmement travaillé par Perdiccas? Exactement, c'est-à-dire qu'il commence là par le « sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette ?» et il termine par « Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est l'amour ?» Donc oui, une sorte de chiasme géant, je valide l'appellation. Ce « sais-tu », on l'aurait croisé où? Oui, ça s'appelle le mensonge qu'elles font croire aux jeunes filles, etc. D'accord? Sais-tu ce que sont les nonnes, Camille? Savent-elles ce qu'elles disent comme mensonge? Savent-elles que c'est un crime? Donc ce verbe savoir, finalement, il est très souvent dans la bouche de Perdiccas. Là, quand on commence à être à l'acte 3, et qu'il en est encore avec ce verbe savoir, qu'est-ce que ça dit de lui aussi? Question rhétorique avec ce sais-tu qui les démarre. Oui, exactement. Il y a quelque chose où ça laisse penser que lui, il est très imbu de ses propres savoirs, de ses propres convictions. Mais il y a quelque chose qui commence à le rendre un petit peu suffisant. D'accord? À force d'employer tout le temps, sais-tu, savent-elles, et ainsi de suite. Il a tout le temps ce savoir à la bouche. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre ensuite? Sais-tu ce que c'est que l'amour? Je suis d'accord qu'il y a cette dimension philosophique. Comment est-ce qu'il répond à... Comment il fait sa dissertation sur l'amour en philosophie dans la tirade qui est là? Écoute, point d'exclamation. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Comme si on l'avait déjà vu. C'est un ordre, c'est-à-dire que c'est un... C'est un impératif. Ok, donc il avait dit regarde, 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 regarde. Grosse variation. Écoute. D'accord? Non, je ne me moque pas vraiment de Perdiccas, je l'aime bien aussi. C'est écoute à la fois pour Rosette qui est là, et donc il continue la scène de séduction. Écoute tout ce que j'ai à te dire encore pour te séduire, mais c'est aussi écoute toi là-bas qui est derrière ton arbre, chère Camille, parce que je vais te dire les vérités que tu n'as pas voulu entendre à l'acte 2, scène 5. D'accord? Donc il est encore en train finalement de faire aussi la leçon à Rosette, à Camille. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est un petit peu excessif à nouveau. Alors voilà, ensuite forcément il va revenir un petit peu dans ses habitudes. Vous êtes acte 3, vous commencez à l'avoir vu venir, Perdiccas. On retrouve ce champ lexical de la nature. Donc effectivement, on retrouve toutes ces références à la nature qu'on l'a déjà vu développer par ailleurs. Pourquoi autant de références à la nature quand on est Perdiccas aussi? D'accord, donc effectivement, il compare la nature et l'amour pour déjà dire à quel point, de son point de vue, l'amour est un phénomène naturel majeur, un phénomène qui est porteur de vie et un phénomène effectivement qui peut changer, varier, mais qui va toujours finir par être bel et bien vivant. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée, ok. Juste si on en profite sur son côté un peu efficace, voire excessif, hein, si on dit le vent, la pluie, les feuilles séchées, le soleil, qu'est-ce qu'on peut dire en plus de cette manière dont il parle de la nature ici?
comme s'il cochait un petit peu toutes les cases. Il coche les cases de quoi? Les 4 éléments, d'accord? Il y a l'air, il y a l'eau, il y a la terre avec la référence aux feuilles, mais donc les feuilles elles viennent forcément de trucs qui poussent dans la terre, on est d'accord? Et puis le soleil avec plutôt cette idée de feu, ok? Prévu de parler vraiment de tout ce cycle du vivant, de tout cet équilibre du vivant, et donc renvoyer l'amour à cette idée de l'équilibre naturel du vivant. Qu'est-ce qu'on peut dire de par la lumière du ciel, par le soleil que voilà? Exactement, d'accord? Ça donne vraiment cette idée de prière et de faire référence à des choses plus puissantes que soi pour attirer ensuite une bienveillance sur lui, d'accord? Je me demande si c'est pas le fait de le mettre après un double serment. On l'a pas dit, c'est quelle figure de style, le par la lumière, par le soleil? Oui, c'est ça, un parallélisme. Donc par la lumière du ciel ou par le soleil que voilà, il aurait pu mettre des noms de divinités derrière. Donc il y a quelque chose où il met la nature en position de lui apporter l'amour, de lui apporter la vie et de la considérer à la hauteur d'une divinité. Surtout que derrière, par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, ça peut être aussi des serments, hein, ici, je t'aime. Ok, donc le même je t'aime qu'il avait eu ici. Comme ça, il lui a dit au tout début, il lui a dit une fois, au cas où ce ne soit pas bien clair. Et on est d'accord que toujours au niveau des pronoms, on a le même que qui était là-haut. Donc il reste dans la continuité pour bien enfoncer l'idée dans la tête de Rosette et pour continuer de bien blesser Camille. Donc, à nouveau, comme il l'avait fait au début dans le premier mouvement, il va saturer de référence à la deuxième personne. Toujours avec quel but qu'on a déjà vu? Exactement. Donc, réaffirmer l'amour vis-à-vis de Rosette, parce que bon, dans Je t'aime, a priori, c'est cette relation duel amoureuse, c'est non négociable, mais en saturant, ensuite, sachant que Camille est en train de l'écouter, c'est pour aussi la blesser, pour qu'elle entende que ce tu ne lui est plus adressé à elle, mais qu'il est adressé à Rosette. Donc, c'est la même stratégie qu'avec le premier je t'aime et la première saturation de deuxième personne, il y revient. Et c'est là qu'il devient aussi excessif, hein, à employer tout le temps ces mêmes procédés qui sont blessants ou qui sont à la fois aussi de l'ordre de la scène de séduction traditionnelle. Ça va? Alors, au-delà du tu, d'accord, donc pour le tu, c'est bon, on a revu le même procédé. Il y a d'autres éléments qu'on a déjà croisés aussi et qui vont revenir ici. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? On n'a pas flétri ta jeunesse, on n'a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d'un sang affadi. Tu ne veux pas te faire religieuse, te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Ô Rosette, Rosette, pardon, sais-tu ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce qu'on retrouve qu'on avait déjà vu? Les questions rhétoriques. Donc effectivement, il est toujours dans cette éloquence proprement rhétorique parce qu'il multiplie les questions rhétoriques et donc questions rhétoriques qui sont toujours à double sens, à la fois pour Rosette, pour paraître plus actif et la faire réfléchir en direct, mais surtout pour faire réfléchir Camille, vu le contenu des questions rhétoriques, on est bien d'accord là-dessus. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque d'autre au sein de ces questions rhétoriques? Exactement. On a à nouveau une critique telle qu'il l'avait faite dans l'acte 2 et qu'on avait étudié dans le précédent texte bac, de cette éducation des couvents, cette éducation religieuse. Alors, où est-ce qu'on a les marques de la critique de l'éducation religieuse à nouveau? D'accord? Si on commente un tout petit peu le détail de la critique, flétrie, mais par rapport au champ lexical. Oui, pourquoi ça peut renvoyer à cette nature? Oui, c'est une idée quand même de pourrissement, c'est une idée des plantes qui vont devenir toutes rabougries, d'accord? Donc effectivement, on va connecter ça sur une image inverse à cette nature qui serait représentative de l'amour vivant. Flétri, c'est la nature qui meurt, d'accord? Et donc, on n'a pas flétri ta jeunesse, cette idée de mourir alors même qu'on est jeune, donc c'est-à-dire trop tôt, parce qu'on s'enferme dans la vie d'un couvent. Avec infiltré, que tu avais relevé, du coup, Mia, quelle est l'image qu'on avait déjà eue dans des textes précédents? Alors, ça peut être effectivement de manière métaphorique sur l'endoctrinement et la manipulation qui avait été reproché dans le texte précédent. Et si on infiltre dans le sang, ça fait référence à quoi?
qu'on a déjà vu. Exactement, d'accord. Adieu Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné. Donc on revient à cette idée, effectivement, du poison, de la maladie qui est causée par les religieuses. D'accord. Donc là, on meurt avant l'âge, là, on est malade avant l'âge. Alors, avant l'âge, c'est parce que du coup, il y a l'antithèse sur le sang. Dans ton sang vermeil, les restes d'un sang affadi. C'est quoi cette histoire d'antithèse là sur le sang? Vermeil, ça veut dire quoi? Oui, rouge vif, d'accord. Vermeil, c'est cette idée d'un rouge vif, donc qui renvoie ici à la jeunesse, d'accord. Un sang qui serait biologiquement encore bien jeune, bien efficace et qui ne subit pas les affres du temps. Et à l'inverse, le sang affadi, donc celui qui est devenu plus faible, parce que c'est le principe même du vieillissement, avec des cellules qui se régénèrent moins et qui font que le sang des vieilles personnes, on va les aider de manière médicamenteuse. D'accord, aujourd'hui, mais à l'époque, ok. Donc l'opposition, sang vermeil, sang affadi dans cette antithèse, pour laisser entendre que finalement les expériences de ces femmes des couvents vont venir empoisonner les jeunes femmes qui se retrouvent avec elles. Et donc tu ne veux pas te faire religieuse qui arrive en bout de course, on voit que finalement ça reprend tous ces problèmes-là du discours religieux. Donc la critique, elle est encore très nette, voire même très violente finalement, de la part de Perdiccas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour critiquer qu'on retrouve dans les différents morceaux? Il y a les négations. Ok. Pourquoi il met ces négations à chaque fois? Oui, alors là c'est surtout pour attaquer Camille qui, je vous le rappelle, a fait que de dire non, non, non et d'être dans le refus, qui est dans le refus de la souffrance, qui est dans le refus de l'amour, qui est dans le refus de la vie. Donc a priori, s'il reprend aussi autant de négations connectées à cette critique-là, c'est pour critiquer à la fois la vie religieuse choisie par Camille, mais Camille elle-même. Pardon, il y avait aussi une autre antithèse dans la construction, le « tu veux bien de moi, tu ne veux pas te faire religieuse ». Donc là, on est d'accord qu'il n'y a pas plus clair pour attaquer Camille. Mais donc effectivement, il y a cette idée jeune et belle, et donc c'est connecté à cet amour dont il faut vivre. Donc il y a quelque chose qui serait de l'ordre du carpe diem. Vous voyez ce que c'est, carpe diem en latin ou pas? Oui, donc mot à mot ce serait cueille le jour, mais pour effectivement dire de profiter du moment présent. Et donc il y a peut-être un peu cette dimension-là, d'accord, dans la tirade de Perdiccas, d'inviter à profiter de sa jeunesse, de sa beauté, parce que ça ne durera pas éternellement, et qu'à un moment, quand l'amour il se présente, il faut savoir le saisir, parce que c'est quelque chose qui peut passer. D'accord. Donc il y a quelque chose, effectivement, d'une manière générale dans la tirade, qui peut faire référence à cette philosophie du carpe diem, d'accord, de cueillir le jour. Te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Donc il y a vraiment cet appel, comme on le disait, au carpe diem par la jeunesse et le fait de profiter de sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a vu dans la tirade précédente? Les compliments. D'accord. Donc toujours ces compliments par les adjectifs, et toujours, finalement, c'est la même chose que joli visage et puis tes beaux yeux. On retrouve les compliments. Donc là, Rosette, quand même, après toutes ces apostrophes qui la concernaient, elle arrive à parler une petite fois. D'accord. Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerais comme je pourrais. Qu'est-ce qu'on peut dire de la petite phrase de Rosette qui arrive enfin en tous les cas, effectivement, comme il lui dit « je t'aime » tout au début, qui lui fait toute la déclaration, toute l'histoire de la fontaine, de la bague, etc., qui continue avec un deuxième « je t'aime » dans cette image d'un amour connecté à la nature, forcément, on voit en tous les cas qu'elle est prise par cette déclaration amoureuse, puisqu'elle lui dit « je vous aimerai ». Simplement, qu'est-ce qu'on remarque? Tu dis elle est condamnée à aimer, pourquoi? Mais je pense qu'il y a un peu plus qu'on pourrait aller, même s'il y a une forme de simplicité parce que c'est Rosette, parce qu'elle n'a pas l'éducation, parce qu'elle est paysanne, je pense qu'il y a un peu plus à peut-être en tirer. Tout à fait. Ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Il y avait déjà le vous, alors qu'il la tutoie et on a dit il sature de tu, elle le vous voit, parce qu'il y a encore effectivement une différence sociale. Et puis là, plus que le vous, il y a effectivement l'apostrophe monsieur le docteur. Donc qu'est-ce qu'elle reconnaît? Quelle est l'efficacité ici qu'elle reconnaît? Exactement, que l'éloquence dont il est capable là, avec la tirade
de séduction, mais qui malgré tout est une tirade, où il apporte ses savoirs sur l'amour, où il apporte ses critiques, où il apporte toute cette manière de décrire si précisément avec autant de mots la réalité qui est autour de lui, elle voit bien qu'il est beaucoup plus savant qu'elle. Mais donc effectivement, tout de suite, cette apostrophe plus le vouvoiement crée l'inégalité entre eux, crée le décalage et montre qu'en fait, ça ne va pas être possible. Cette idée d'une union mixte entre deux classes sociales différentes, c'est pas possible dans cet univers-là. Le baron, je vous rappelle qu'il parle de mésalliance, hein, à l'acte 3 quand même, quand on lui dit, mais si, il est en train de faire la cour à Rosette, et qu'il dit, oui, je vais me marier avec Rosette, à un moment, le baron, il dit, ok, c'est bon, je sors, j'abandonne. D'accord ? Il y a un abandon du baron, qui dit, il fera bien ce qu'il voudra, moi, je ne vais pas même plus chercher à le raisonner, j'abandonne. Parce que pour lui, il y a mésalliance, et que ça brise tout son monde sur les codes sociaux qui sont les leurs. Ça va là-dessus ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre quand même dans la réplique de Rosette ? Parce que je vous aimerais. Exactement, d'accord ? Donc elle est quand même séduite par le discours, parce qu'il y a bien une forme de déclaration avec je vous aimerais, mais il est au futur, d'accord ? Futur qui néanmoins peut exprimer la certitude, donc preuve qu'à la fois elle est touchée, mais il y a quand même le je vous aimerais comme je pourrais. Donc deuxième futur, qu'est-ce que c'est que ce comme je ? Exactement, qu'elle sait bien, elle affirme déjà que, c'est parce que c'est aussi connecté à l'apostrophe, mais elle sait bien le comme je pourrais, qu'elle risque d'être insuffisante dans cette union, qu'il lui manque des choses pour être au niveau de Perdiccas. Donc il y a déjà effectivement un espèce d'aveu de faiblesse, mais aussi ça veut dire que Rosette elle est parfaitement lucide sur l'écart qu'il y a entre eux, et qu'elle le dit avec une forme d'innocence et de naïveté qui est quand même relativement touchante. Et vu que notre Perdiccas il va se réembarquer encore, il n'est pas du tout à l'écoute de ce genre de détails-là. Déjà, elle ne parle pas beaucoup. Parce que quand il répond « oui, comme tu pourras », bien sûr qu'il l'entend en partie, d'accord, puisqu'il reprend exactement les mêmes mots. Sauf que lui, c'est pour transformer, d'accord ? « Oui, comme tu pourras, et tu m'aimeras mieux tout docteur que je suis et toute paysanne que tu es, que ce n'est pas le statut fabriqué par les nonnes qui ont la tête à la place du cœur et qui sortent des cloîtres pour venir répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. » Qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle longue phrase, sachant qu'en plus je l'ai coupée, hein. D'accord ? Donc à nouveau, il n'y a pas de point, il s'enflamme, il continue dans sa veine lyrique, d'accord ? Oui, donc finalement, il reprend les mots de Rosette, il essaye de rester dans ce langage amoureux, mais c'est quand même une critique à nouveau véhémente de Camille et du discours religieux, comme si finalement c'était tellement secondaire de parler de l'amour pour Rosette, parce que ça va prendre beaucoup de place à nouveau, cette critique. Donc, comme tu pourras, tu m'aimeras mieux, la reprise des futurs pour essayer de se montrer connecté, de se montrer à l'écoute, mais en fait, et puis donc tout docteur comme la docteur, toute paysanne avec le parallélisme pour montrer effectivement qu'il y a bien cette... il a conscience de cette différence-là, sauf que c'est pour mieux arriver à derrière le c'est pas le statut fabriqué par les nonnes, la tête à la place du cœur, les cloîtres, répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Donc toutes ces images de critique de la vie religieuse, de la vie des couvents, surpassent la dimension amoureuse. Là, les reprises en parallélisme pour se montrer connectés, pour essayer de surpasser avec le mieux que, d'accord ? Et puis pour faire un parallèle entre tout docteur et toute paysanne, parallélisme entre tout docteur que je suis et toute paysanne que tu es. Si on reprend les différentes critiques, c'est pas le statut fabriqué par les nonnes. Où est-ce qu'on avait déjà eu ce type d'image ? Et à quoi ça renvoyait sur la critique de l'éducation religieuse ? Exactement, quand dans le texte de l'acte 2, scène 5, il renvoyait à ce masque de plâtre que les nonnes t'ont imposé, je ne sais plus le verbe, pardon, mais donc on retourne sur cette idée de quelque chose qui est figé, d'accord, qui est sculpté aussi par les nonnes, mais donc qui est sculpté à l'image qu'elles ont décidé. Donc d'une fabrication par les nonnes pour figer et empêcher la vie. Peut-être aussi noter les pluriels qui reviennent, comme si aussi ça donnait un peu d'emphase à sa critique. La tête à la place du cœur, exactement, donc c'est cette espèce de double métaphore pour la raison
Et les sentiments, hein, rappelez-vous, on en avait parlé dès l'introduction, quand on a parlé du parcours, les jeux du cœur. Donc la tête, ça renvoie à la raison, le cœur au sentiment, et cette idée de l'absence de sentiment, toujours cette absence de vie. Ok ? Et donc, qui sortent des cloîtres. Cloître, c'est pour faire référence au couvent, mais le cloître dans le couvent, c'est quelle partie sur le plan architectural? C'est un endroit fermé parce qu'en fait, c'est cette espèce de cour, d'accord, où en général, on a quand même un petit accès à l'extérieur, mais donc un cloître, c'est la partie plutôt carrée, rectangulaire, avec des colonnades dans laquelle elles peuvent vaguement promener, et donc en restant enfermées et en tournant en rond, d'accord. Et donc, répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. À nouveau, ça renvoie à quelle image qu'on a déjà eue précédemment? Alors, les cellules, effectivement, ça, c'est la partie qui serait les chambres où elles vivent vraiment. Atmosphère humide, c'est parce que généralement, comme c'est de la vieille pierre, et qu'en termes d'isolation, c'est pas fou, et qu'on n'est pas là pour qu'elles se sentent bien. Donc, il y a effectivement certainement des tas de problèmes d'humidité dans ces vieux bâtiments-là. Mais répandre dans la vie cette atmosphère humide, à quoi ça renvoie qu'on a déjà eu précédemment? Bon, ben, on est quand même pas très loin du flétri et de l'infiltré, hein, parce qu'une fois que vous allez mettre de l'humidité un peu de partout, ça va faire quoi? Ouais, ça va pourrir plus vite, hein, d'accord. Donc si on infiltre de l'humidité dans une vie qui au départ était bien saine, on va accélérer un phénomène de pourrissement, de flétrissement peut-être, et puis il y a un côté effectivement infiltration. Quelque chose qui est un peu insidieux et qui va venir là au milieu. Donc ça renvoie à ces mêmes images. Donc il y a vraiment toujours chez Perdican un espèce de motif comme ça qui est tellement répété qu'à un moment, on voit bien que c'est aussi sa colère qu'il n'arrive pas à calmer et qui le fait revenir tout le temps sur les mêmes images. Qu'est-ce qu'on récapitule du deuxième mouvement? Il reprend effectivement sur la scène de séduction et sur l'amour qui fonctionne vis-à-vis de Rosette, qui est bien prise dans le piège de promettre elle-même un amour en réponse. Effectivement, le double sens avec la critique de Camille est à nouveau excessif, mais qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui croit faire la définition de l'amour dans ce passage-là? D'accord, mais donc là, en tous les cas, c'est en conscience qu'il utilise l'amour non pas pour être sincère vis-à-vis de Rosette, mais qu'il l'utilise pour la manipuler et pour ensuite blesser Camille. Donc c'est là qu'il devient critiquable, c'est que cet excès de séduction et cet excès de vengeance l'amène en fait à dénaturer l'amour même qu'il est en train de défendre pendant toute la pièce. Quand il dit que l'amour c'est une chose sainte et sublime, il oublie de dire quand c'est sincère, pas quand c'est un discours construit de séduction pour aller manipuler et blesser. Ça va là-dessus? Donc ce qui manque effectivement, ce qu'on va reprocher ici à Perdican, c'est cet excès d'assurance, c'est le fait d'employer ces savoirs de savants, de docteurs, d'hommes nobles éduqués à mauvais escient, de sortir de la sincérité et de blesser de manière irrémédiable deux jeunes femmes. Celle qui est derrière l'arbre et celle qui est face à lui et qui lui promet son amour. D'où le fait que par rapport à l'enjeu, on est d'accord qu'on va répondre que l'ensemble du texte renvoie à cette idée d'excès, à cette idée de manipulation de Perdican, une manipulation qui est efficace, qui est habile. Par rapport à cet enjeu qu'on avait noté au début du cours, il y a cette idée d'une habileté de Perdican dans les mots, habileté dans la mise en scène, habileté dans le double langage destiné et à Rosette et à Camille, mais que comme cette habileté, elle est destinée à la vengeance, qu'elle est insincère, elle ne peut que causer des catastrophes tragiques derrière. D'accord? Parce que c'est une habileté qu'il utilise mal, qu'il utilise à mauvais escient. Ça va là-dessus? Yes.